Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie en février 1989. Cette affaire qui a tant défrayé la chronique pendant presque une décennie, vous la connaissez peut-être sous son autre appellation, celle des versets sataniques, du nom de ce roman publié en anglais chez un éditeur européen par un auteur britannique d'origine indienne et d'ascendance musulmane, que personne ne s'était donné la peine de lire, mais qui a été très vite considéré par certains comme blasphématoire à l'encontre de l'islam. C'est ce blasphème justifié pour les uns, infondé pour les autres, qui provoquera une fatwa du régime des ayatollahs iraniens, un arrêt de mort pour l'écrivain britannique et ses éditeurs, un permis de tuer. Débute alors une véritable chasse à l'homme condamnant Salman Rushdie à la clandestinité, soulevant dans le monde musulman une tempête qui fera une quarantaine de victimes et plus de 200 blessés. Pourtant, et contrairement aux apparences, cette fatwa n'est pas le résultat de la rencontre entre un livre audacieux venu de l'Occident et un esprit intolérant venu du Moyen-Orient, un esprit avec une grande barbe blanche qui s'est emparé de l'Iran. Non, car le contenu du livre de Salman Rushdie joue en fait un rôle mineur. En réalité, derrière cette fatwa, l'objectif est ouvertement politique. Après le récit et pour tenter de comprendre les rouages de cette affaire, nous recevrons Ramin Kamran, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran et de son système politique, un pays dont il a dû s'exiler au début des années 80. Membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France, il est également l'un des signataires de l'appel des 50 intellectuels iraniens en faveur de l'écrivain. Son dernier livre, intitulé « Le problème théologico-politique de l'islam, le livre infaillible », est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 25 septembre 1998, Londres, quartier d'Islington. Un homme marche dans la rue, suivi de près par 3 gardes du corps, des policiers d'élite de la brigade de Scotland Yard. Vêtu d'un polo couleur saumon et d'une veste vert clair, il s'avance d'un pas léger. Les traits de son visage traduisent le bonheur qui serait celui d'un évadé. Un bonheur qu'il peine d'ailleurs à dissimuler aux journalistes qui se précipitent vers lui pour l'interviewer. De cette scène plutôt anodine, l'histoire retient encore aujourd'hui ces images, celles d'un homme marchant tranquillement dans les rues de Londres. Car ce jour-là, l'anonyme Joseph Anton quitte son nom d'emprunt et redevient, après 11 ans de clandestinité et de silence, l'écrivain Salman Rushdie. Ici s'écrit la fin d'un calvaire qui aura duré plus de 3500 jours, un long tunnel sous lequel le quotidien de l'écrivain fut ponctué de menaces de mort, de changements de domicile en pleine nuit, d'une protection policière et de privation de liberté. Avec ce sentiment de vivre en permanence, avec une épée de Damoclès sur la tête, on imagine l'angoisse, compagne de tous les instants. Sur le coup de 16 heures, Salman Rushdie se rend chez son éditeur où il est attendu pour une grande conférence de presse. La salle est comble, remplie de journalistes venus du monde entier et qui ont dû, sécurité oblige, montrer patte blanche à l'entrée. Ici se bouscule un preneur de son japonais, un caméraman américain, une présentatrice de la télévision brésilienne. Et parmi cette foule, on retrouve le correspondant de France Inter à Londres, Serge Martin, auquel l'écrivain britannique, décidément très détendu, s'adresse en français. Je suis très heureux avec quoi dire. Mes sentiments sont les sentiments que vous pouvez comprendre sans je dis. Mais c'est aussi un jour de fierté pour la liberté d'expression et pour l'art du roman. Mais Salman Rushdie le sait, impossible pour lui de retrouver dans l'immédiat une vie normale. Il doit rester prudent car si depuis 24 heures, le risque d'être victime d'une tentative d'assassinat a considérablement diminué, la menace de mort qui plane sur lui n'est pas pour autant levée.
La veille, en effet, alors que l'écrivain était chez lui, affairé à préparer le dîner en compagnie de 2 de ses gardes du corps, il a reçu un étonnant coup de téléphone en provenance du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. C'est le secrétaire d'État lui-même qui l'a appelé et qui lui a annoncé une nouvelle que l'écrivain ne pensait pas entendre de son vivant. La République islamique d'Iran a décidé de se dissocier officiellement et publiquement de la fatwa qui le condamnait à mort. Autrement dit, l'État qui voulait sa perte jette l'éponge. Mais pourquoi l'Iran a-t-il fait marche arrière? Réponse avec le journaliste de France Inter, Luc Lemonnier, chef du service diplomatique. Pour les relations diplomatiques entre l'Iran et le reste du monde, cette décision hautement médiatique est un véritable progrès dans le droit fil des gestes de bonne volonté affichés par le président Khatami depuis son élection en mai 1997. Un progrès qui permettait hier au ministre britannique des Affaires étrangères d'annoncer la reprise des relations diplomatiques bilatérales. Téhéran a besoin, il est vrai, de sortir de son isolement, un besoin urgent, la crise économique fait rage, il faut susciter des investissements étrangers, trouver des débouchés pour le pétrole notamment. Pour le reste du monde, ce geste, c'est le signe que l'Iran redevient fréquentable, comme on dit. La fatwa qui frappait Roujdi et les 2,5 millions de dollars de primes promis aux chasseurs de tête illustrait ce qu'il convient d'appeler un terrorisme d'État. L'Occident ne verra pas non plus d'un mauvais œil la possibilité de renouer avec un pays qui a une porte ouverte sur le pétrole du Caucase. Est-ce pour autant la fin de la traque pour Salman Rushdie? Le gouvernement britannique en doute, d'autant qu'il le sait, l'accord conclu avec l'appareil d'État iranien n'inclut en aucun cas les fanatiques ou les groupes extrémistes qui pourraient encore en vouloir à la ville d'auteur des versets sataniques. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Tony Blair réaffirme que la protection de l'écrivain continuera d'être assurée par les hommes de Scotland Yard, et ce pour une durée indéterminée. Il faut dire aussi qu'au même moment, dans les rues de la capitale britannique, des voix inquiétantes, même si elles sont ultra minoritaires, se font entendre. Après 10 ans d'une chasse à l'homme aux 4 coins du monde, certains n'entendent pas tourner la page, comme cet individu, membre d'une organisation islamique, qui s'exprime sur France 2. Une séquence tournée dans les jours qui ont suivi l'annonce par les autorités iraniennes d'abandonner la fatwa. Sur le principe, la condamnation à mort court toujours. Salman Rushdie a insulté le prophète dans son livre Les versets sataniques, et pour cela, selon l'islam, il doit mourir. Rushdie doit mourir, dit cet homme, car il a insulté le prophète. Mais pourquoi diable cet individu semble-t-il persuadé de détenir la vérité divine sur le sort de l'écrivain? Et pour quelle raison exacte Salman Rushdie est-il ainsi accusé d'insulter la religion musulmane? Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir près de 20 ans en arrière, à une période où le Moyen-Orient était en pleine mutation et où la donne politique venait de changer radicalement en Iran. Je vous parle en ce moment en direct depuis l'aéroport où l'ayatollah Khomeini vient de terminer, il y a une dizaine de minutes, son premier discours politique. L'Iran a d'ailleurs vécu tout à l'heure, à 9h40, 7h10, heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 d'Air France, apprêté spécialement. Le chef religieux est descendu lentement, soutenu par son fils et un officiel de la compagnie aérienne. Pour ce moment tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires. Une Mercedes bleue, protégée par un cordon de policiers, l'a ensuite conduit dans le hall de l'aéroport où, il y a 10 minutes, je vous l'ai dit, il vient de prononcer le premier discours politique de son retour d'exil. 1er février 1979, une page de l'histoire se tourne en Iran. La révolution est en marche. Le Shah quittait le pays quelques jours plus tôt. Avec ce départ précipité, pense-t-on, c'est la fin des années noires dans un pays dirigé par un autocrate sans scrupules et affidé de l'Occident. Alors immédiatement, la SAVAK, la police politique du régime, l'une des pires au monde, est dissoute et ses dirigeants, pour la plupart, sont assassinés par les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Pourtant, il apparaît très vite aux yeux de nombreux observateurs que dans ce vent du changement, le guide suprême Khomeini n'entend pas forcément orienter son pays sur le chemin de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. À peine installé, le Conseil islamique destitue le Premier ministre et s'accapare très vite les organes du pouvoir. Puis c'est un changement de constitution qui confère aux religieux la primauté sur le politique. Selon ce principe, le guide de la révolution, ou guide suprême, est le chef de l'État, premier personnage du régime.
L'Iran vient de basculer d'une calamité à l'autre. Et c'est toute la société iranienne qui s'enfonce dans l'islamisation forcée. Le tchador, qui couvre les femmes de pied en cap, devient le nouveau symbole du pays, et l'Iran devient le chef de file d'une frange de l'islam, les chiites, avec à sa tête l'ayatollah Khomeini qui réclame le retour à la tradition et à l'application de la loi islamique. Une loi qu'on appelle la charia. Elle est à la base de toute la stratégie de Khomeini. Car qu'y a-t-il de mieux que de s'appuyer sur le sacré pour légitimer et asseoir son pouvoir ? Dans le même registre, le guide suprême va sciemment attiser le feu sur le mal venu de l'étranger, une obsession, et s'engager dans une violente surenchère anti-américaine qui débouchera quelques mois plus tard sur l'affaire de la prise d'otage du personnel américain de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Lorsque des centaines d'étudiants galvanisés par les discours du régime prendront d'assaut l'ambassade de la première puissance du monde, un événement d'une gravité considérable. All these people came here to support the student. Not just these people, 35 million people. Tous ces gens sont venus apporter leur soutien aux étudiants. Pas seulement eux, mais aussi 35 millions d'Iraniens. 70 000 personnes sont mortes à cause de l'Amérique avant la Révolution. 100 000 aujourd'hui sont encore dans les hôpitaux. C'est l'œuvre des Américains. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de nous livrer le Shah et après ça, nous ne voulons plus avoir de relations avec eux. Loin d'être isolée, l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran est un indicateur précieux pour comprendre la stratégie politique de l'ayatollah Khomeini. 400 jours de bras de fer entre les États-Unis et l'Iran, sur la base d'une représentation mentale du monde simpliste et belliqueuse, les musulmans d'un côté, les initiés et les profanes de l'autre. Khomeini utilise cette prise d'otage pour impressionner les Iraniens d'abord, son peuple. Et de ce point de vue, c'est un prélude à l'affaire des versets sataniques bien des années plus tard. Car pour le moment, au début de la décennie 1980, l'Iran des ayatollahs est bien trop occupé à répondre à l'agression de son voisin sunnite irakien qui lui a déclaré la guerre. Un conflit épouvantable, qui à bien des égards ressemble à la Première Guerre mondiale, avec ses sacrifices inutiles, ses armes de destruction massive et les gaz, oui les gaz. 8 ans d'horreur pour le leadership du Moyen-Orient. À 4500 km de là, à Londres, bien loin de toute cette agitation qui traverse le monde musulman, Salman Rushdie s'est attelé à l'écriture de son roman « Les enfants de minuit », qui va remporter un franc succès, tant auprès de la critique, qui lui décernera de nombreux prix, que du public, en général. Une consécration pour cet homme né à Bombay en 1947, de parents musulmans et qui a dû immigrer en Grande-Bretagne à l'âge de 14 ans. L'histoire de Salman Rushdie s'apparente à celle des centaines de milliers d'enfants qui ont grandi entre deux cultures durant la période de la décolonisation, entre les traditions et les rites ancestraux et spirituels du pays de leur naissance et la modernité occidentale matérialiste. On retrouve cette dimension dans son œuvre, avec ce regard qui fustige l'obscurantisme sous toutes ses formes. C'est le regard d'un émigré qui porte son attention sur les sociétés indiennes et pakistanaises auxquelles il n'appartient plus désormais. Un regard teinté d'athéisme. Considéré par ses amis comme un homme intelligent et affable, doté d'un grand sens de l'humour, Rushdie se revendique avant tout écrivain en quête d'une forme littéraire pleinement contemporaine, susceptible d'exposer le monde tel qu'il est. Et c'est ainsi qu'au début de l'année 84, il est un écrivain confirmé, marié, père d'un enfant, lorsqu'il se lance, au retour d'un voyage en Australie, dans son 4e roman, dont le titre, plus que le livre, deviendra célèbre dans le monde entier, et Versets sataniques. C'est dans son cabinet de travail qu'on retrouve Salman Rushdie. Autour de lui, une riche documentation qu'il s'est constituée. Car même si le cadre des versets sataniques est une fiction, elle s'inspire de nombreux faits réels. L'histoire, c'est l'aventure de 2 Indiens, Jibrel et Saladin, dont l'avion détourné par des fanatiques explose en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique. Survivants miraculés de cette catastrophe, ils sont désormais les protagonistes d'une lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais au fil des pages, le lecteur doit s'interroger pour discerner qui des deux est l'ange et l'autre le diable. Très vite, Jibrel et Saladin sont confrontés aux questions fondamentales de l'humanité. La foi, la tentation, le fanatisme religieux, le racisme, la maladie, la mort, la vengeance. Mais sur l'une des 600 pages de l'épais roman et sur près de 3 paragraphes, l'un des 2 protagonistes vit des rêves fantastiques sur fond d'hallucinations.
Dans ses rêves, un dénommé Mahoud, un prophète monothéiste dont les traits peuvent faire penser à Mahomet, se laisse aller à des paroles de conciliation avec les idées polythéistes. Un épisode connu sous le nom des versets sataniques du Coran qui fait l'objet d'une lourde controverse dans le monde musulman, tant l'idée de croire en plusieurs dieux est un péché. Et ce sont bien ces 3 malheureux paragraphes et ce titre sur un roman de 600 pages qui serviront de prétexte dans une vague de contestation qui va progressivement prendre l'allure d'une tempête contre l'écrivain. Septembre 1988, New Delhi, capitale de l'Inde. Depuis quelques semaines, la population se prépare à vivre de grandes élections législatives qui doivent décider de l'avenir politique du pays, le second le plus peuplé au monde. C'est dans ce contexte très particulier que doit sortir en anglais le roman Les versets sataniques de Salman Rushdie. Quelques jours plus tôt, un magazine local en a publié des extraits ainsi qu'une interview de son auteur réalisée à Londres. Il n'en a pas fallu davantage pour que plusieurs députés musulmans du Parlement de New Delhi, qui n'ont pas eu accès au manuscrit et qui ne l'ont donc pas lu, réclament son interdiction. À cause de son titre, et seulement à cause de lui, l'ouvrage de l'écrivain britannique serait source selon eux de discrédit pour la communauté musulmane. Et très vite, le Premier ministre indien Rajiv Gandhi décide d'interdire la publication du livre, car lui aussi tient à montrer son attachement à l'électorat musulman qu'il ne faut surtout pas froisser à l'approche d'élections qui s'annoncent très serrées. Et c'est ainsi qu'utilisé à des fins politiques, avant même d'avoir été lu ou publié, le livre de Salman Rushdie va se retrouver au cœur d'une affaire qu'on appellera bientôt le scandale des versets sataniques. À Londres, de nombreuses lectures publiques de l'ouvrage ont déjà eu lieu. Sur Broad Street et en public, elles n'ont jusqu'alors jamais suscité la moindre réaction d'hostilité. Le plus souvent, les gens s'arrêtent, intrigués par le titre du roman, et posent des questions. Mais personne ne semble préoccupé par les versets. Il faut dire qu'à l'approche de l'hiver 1989, dans la Grande-Bretagne dirigée d'une main de fer par Margaret Thatcher, la question qui mobilise l'opinion est plus celle du prix du gaz, qui sert à se chauffer. Et c'est tout à fait tranquillement que le livre remportera le prestigieux prix Whitbread. Mais très vite, l'écrivain apprend que des mouvements intégristes pakistanais qui mènent à leur campagne pour le maintien des lois islamiques demandent, dans la droite ligne de leurs voisins indiens, l'interdiction d'ouvrage. Puis c'est l'Afrique du Sud, alors en plein apartheid, qui s'y met. Pour Johannesburg, l'occasion est trop belle de punir cet écrivain qui ose donner à travers le monde des conférences contre l'apartheid et la ségrégation. Et c'est ainsi que, comme une traînée de poudre au mois de décembre 1988, le mouvement de contestation va se répandre et toucher les milieux intégristes britanniques et puis très vite enflammer Londres où le livre de Salman Rushdie sera brûlé en pleine rue. Des manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes ont lieu à Bradford ou à Bolton. Des menaces de mort sont envoyées au siège de l'éditeur de l'ouvrage. L'opinion publique anglaise assiste, impuissante, à la montée d'un fanatisme qui est encore bien loin d'avoir atteint son paroxysme. Car au même moment, à Téhéran, le guide suprême Khomeini suit avec une attention toute particulière cette affaire Rushdie qu'il va exploiter à fond. Scène d'émeute au Pakistan. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. La police a ouvert le feu sur des milliers de manifestants qui ont attaqué ce matin le centre culturel américain d'Islamabad. Des centaines de policiers ont tiré dans la foule après avoir tenté en vain de disperser les manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. Cette manifestation, la plus importante depuis 10 ans dans la capitale pakistanaise, avait été organisée à l'appel des religieux musulmans pour protester contre la prochaine publication aux États-Unis du livre Les versets sataniques. L'ouvrage de l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a déjà été publié en Grande-Bretagne. D'Islamabad, une correspondance de Laurent Simon de France Info. C'est la dernière tentation du Christ version islamique. Les manifestants d'Islamabad sont des fondamentalistes et ils ne veulent pas entendre parler des versets sataniques, l'histoire romancée du prophète Mahomet tenté par le diable. Le dernier ouvrage de Salman Rushdie n'a pas seulement été interdit dans tous les pays musulmans. À Londres où il vit, son distributeur a dû retirer les versets sataniques des rayons sous la pression des partis musulmans en Grande-Bretagne même. Fort de cette victoire, les manifestants d'Islamabad s'en sont pris au centre américain, le Grand Satan, en République islamique, en franchissant les grilles, en cassant des vitres et surtout en mettant symboliquement le feu à la bannière étoilée. 2 jours plus tard, le mardi 14 février 1989, à Londres, Salman Rushdie est chez lui lorsqu'il reçoit au milieu d'après-midi un coup de téléphone.
C'est une journaliste de la BBC qui lui annonce une nouvelle qui va faire basculer sa vie. Il se trouve que quelques heures plus tôt, sur les ondes de Radio Téhéran, l'ayatollah Khomeini a annoncé publiquement la condamnation à mort de l'écrivain et de ses éditeurs. Le guide suprême aurait jugé le livre blasphématoire du point de vue du droit musulman. Un décret religieux, une fatwa, est donc diffusé. Khomeini promulgue la sentence de mort contre l'écrivain, assortie d'une prime de plusieurs milliers de dollars pour tout musulman qui parviendrait à le localiser. Salman Rushdie est immédiatement placé sous contrôle et sous protection à Londres. Il s'appellera désormais Joseph Anton, ou Anton à l'anglaise. C'est pour lui le début d'un calvaire qui va durer 9 ans. 9 ans de clandestinité. Pourtant, quand on l'interroge pour savoir s'il est inquiet pour sa vie, Salman Rushdie répond toujours avec l'humour qui est le sien. Oh, ne vous en faites pas pour moi, je ne suis qu'un simple écrivain. Et puis vous savez, Khomeini condamne le président des États-Unis à mort tous les vendredis après-midi alors. Pour le guide autoproclamé de la révolution iranienne, cette affaire Rushdie est une aubaine, le prétexte idéal pour se poser en grand défenseur chiite de l'islam et fédérer les musulmans en Iran et hors d'Iran. Un moyen également de repartir en croisade contre l'Occident profane. Il faut donc interpréter cette fatwa, non pas comme un acte purement religieux, mais comme une subtile manœuvre politique influencée par le contexte de la fin des années 80. Un avis partagé par l'ancien président de la République islamique d'Iran, Bani Sadr, aujourd'hui réfugié en France. Je suis sûr qu'il n'a pas lu le livre. Et comment il peut condamner un livre jamais lu, ni lui, ni ses proches? Donc c'est un fait politique. Se servir de la religion pour des objectifs politiques. Donc il s'appuie de plus en plus sur le fanatisme. D'ailleurs, pour de nombreux intellectuels iraniens réfugiés en Europe, il est certain que personne à Téhéran ne s'est donné la peine d'ouvrir ce livre que tout le monde accuse des pires blasphèmes. Et ce pour 2 raisons bien simples. D'une part, parce que peu de monde parle anglais à Téhéran, et d'autre part, parce que les accusations ne portent que sur le titre du roman, les versets sataniques, accusés d'être une atteinte au prophète. Placé sous très haute protection à Londres, le quotidien de Salman Rushdie se résume à rester enfermé ou à se déplacer en voiture blindée. Une vie encadrée par une dizaine de gardes de corps de l'unité d'élite de Scotland Yard, spécialisée dans la protection des personnes. À cela, il faut ajouter les incessants changements de domicile, 1 par semaine, et l'impossibilité de voir ses proches, sauf en de rares occasions, question de sécurité, évidemment. Quelque temps plus tard, le traducteur japonais du livre est assassiné, puis c'est le traducteur italien qui est à son tour poignardé. L'éditeur norvégien, lui, est victime d'une fusillade en pleine rue. Enfin, 37 personnes trouvent la mort dans un incendie criminel de l'hôtel où résidait le traducteur turc de Salman Rushdie. L'étau se resserre, d'autant plus qu'on apprend qu'un escadron de la mort serait sur les traces de l'écrivain en Europe. Selon l'agence de presse espagnole EFE, qui cite des sources proches de l'enquête, 5 hommes et 2 femmes d'origine iranienne chargés d'éliminer Salman Rushdie en Grande-Bretagne sont arrivés à Madrid fin février en provenance du Maroc et du Liban. L'agence décrit dans le détail les moyens de transport utilisés, avions, voitures, bateaux, le temps et le lieu du séjour. 1 semaine dans un appartement du centre de Madrid où le groupe aurait pris possession d'armes et de munitions. Et les 7 personnes ont ensuite formé 3 commandos distincts avec des itinéraires différents pour rejoindre la Grande-Bretagne. Se faisant passer pour un couple de touristes, un homme et une femme ont pris le car ferry à Santander, au nord de l'Espagne, pour Plymouth et Londres, où il aurait été finalement intercepté. Le deuxième groupe, 2 hommes avec des passeports libanais, seraient partis par avion pour Munich. Le troisième groupe a franchi la frontière au pas de la case, en Andorre, présentant à la douane de faux passeports marocains. Il a ensuite passé la nuit dans un hôtel en France. En France, où les agents de la DST sur le qui-vive les attendent. Et d'ailleurs, dans l'Hexagone, cette affaire divise. En cette année du bicentenaire de la Révolution de 1789, la classe politique française est en émoi. Car dans notre pays, chantre de la Déclaration des droits de l'homme, on est attaché à défendre la liberté d'expression et la laïcité. La liberté de création artistique l'emporte sur les restrictions théologiques et religieuses. C'est aussi cet héritage de la Révolution qu'on fête en France. Alors, depuis l'annonce de la fatwa par l'ayatollah Khomeini, de nombreux responsables politiques montent au créneau et s'insurgent. C'est le cas, bien sûr, du ministre de la Culture, Jack Lang. On croit rêver. Un chef d'État d'un pays qui menace de couper la tête ou d'assassiner un écrivain d'un pays libre. Déjà, le terrorisme à l'intérieur des frontières de l'Iran n'est pas acceptable.
je veux dire les atteintes continues aux droits de l'homme, mais en plus, entendre un chef d'État brandir la menace de l'assassinat contre des hommes libres de pays libres, c'est évidemment inacceptable. De leur côté, Bernard Pivot, Isabelle Adjani ou encore Jean d'Ormesson, des comédiens, des hommes de lettres, des artistes et bien d'autres encore, se mobilisent et déclarent leur soutien à l'écrivain britannique. Dans les semaines qui suivent, de grandes manifestations sont organisées à l'appel de plusieurs organisations à Paris. Elles rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et pour une partie de la communauté musulmane de France, il y a le sentiment que contrairement à l'affaire du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, qui avait fait couler beaucoup d'encre, ici, dans le cas des versets sataniques, il y a bien une attaque en règle, une provocation à l'égard de la religion. Alors, cet ouvrage ne peut pas être publié. Dans les milieux musulmans éduqués et ouverts, en revanche, et logiquement, le concept de blasphème ne tient pas. À l'inverse, dans les cités, certains n'hésitent pas à justifier la mort de l'écrivain. Regardez bien, la tentation du Christ, ça a fait du bruit. Pourquoi? Parce que c'était pas vrai ce qu'il y avait dedans. Il y avait des trucs qui étaient vrais et d'autres faux. Et nous aussi, c'est notre religion, quoi. On n'a pas envie que les gens ils disent n'importe quoi sur notre religion. Si vous êtes chrétien, là, vous n'êtes pas d'accord pour le film. Nous, on n'est pas d'accord pour celui-là. Là. C'est ce qu'il a dit, c'est ça. Et s'il mérite la mort, il mérite la mort. On l'a dit franchement. Il peut toucher, il peut dire, moi, il peut me dire bougnoul ou ça, je n'ai rien foutre de sa gueule. Mais pour toucher le prophète, il mérite la mort. Nous sommes alors en 1989 et dans la société française, certains ont oublié que ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays laïque qu'il ne faut pas écouter ce qui peut blesser une minorité de la population, y compris religieuse, car c'est aussi cela, la laïcité. Dans une affaire où personne n'a lu le livre et sur laquelle tout est fondé sur des spéculations et des approximations, on ne se donne pas la peine de débattre et d'en parler. C'est même un cas de fracture sociale. L'affaire des versets sataniques a en France un effet plus passionnel que dans d'autres pays. Elle se présente comme une faille dans l'idéal laïque qui tient, rappelons-le en 3 mots, le vivre ensemble. De son côté, pendant près d'une décennie, Salman Rushdie vit caché, réussissant à échapper à une vingtaine de tentatives d'assassinat. Mais c'est au travers de cette histoire qui aura duré une décennie que l'écrivain britannique d'origine indienne est devenu progressivement, et malgré lui, une icône, celle du courage, celle du combat contre l'intolérance religieuse et celle de la ténacité pour garantir la liberté d'expression. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Salman Rushdie avec notre invité Ramin Kamran. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran et de son système politique, membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France. À l'époque de l'événement, vous aviez été aussi l'un des signataires de l'appel des 50 intellectuels iraniens en soutien à l'écrivain face à la fatwa dont il a été victime. Vous avez écrit beaucoup de livres, références sur l'Iran. Le dernier est intitulé « Le problème théologico-politique ». D'ailleurs, c'est dans cette expression que tient toute la thématique et la problématique de notre histoire. Et c'est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. On va reparler avec vous de l'Iran d'aujourd'hui, parce que cette affaire nous amène à parler de l'Iran d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Et on va essayer de voir comment l'Occident s'y prend finalement avec ce grand pays qui a peut-être vocation à être l'autre grande puissance régionale avec Israël, qui est un pays issu d'une grande civilisation, qui a une élite forte. Alors est-ce qu'on prend le problème par le bon côté, nous les Occidentaux? On en reparlera. Revenons d'abord à Salman Rushdie et à cette fatwa, que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, si tant est qu'elle puisse l'être. Elle est levée ou elle n'est pas levée, cette fatwa? Regardez, c'est pas officiellement levé. À l'époque, le gouvernement iranien sur Khatami a dit « nous nous désolidarisons », autrement dit, nous ne promeuvons plus cette fatwa, nous n'allons pas encourager, envoyer, payer. Point. Mais la fatwa court. Mais d'un autre côté, d'un point de vue droit canon chiite, les fatwas d'un jurisconsulte, Khomeini ou autre, deviennent pratiquement caduques avec sa mort. Pratiquement pourquoi? Parce que s'il y a un autre jurisconsulte qui donne son accord sur la valeur de la chose, ça court toujours. Sinon, s'il n'y a pas une telle expression, les fatwas meurent, non plus de valeur juridique.
Est-ce que, alors on rappelle que l'ayatollah Khomeini était chiite, que le pouvoir est chiite, est-ce qu'une fatwa comme ça peut concerner des sunnites? Absolument pas, absolument pas. Regardez dans l'affaire Rushdie, 1, ça ne peut pas concerner les sunnites. 2, ça ne peut pas concerner les non-musulmans. Oui, autrement dit, clair. les traducteurs, ceux qui ont publié, ainsi de suite. Absolument pas. Mais cela montre d'un autre côté que le côté purement juridique de l'affaire flanchait très sérieusement et que le but était politique. Mais le point le plus important, peut-être, dans le point faible de cette fatwa, c'est que cette fatwa ne concordait pas avec les avis juridiques précédemment exprimés dans son grand traité de droit chiite par Khomeini lui-même. On a du mal à l'imaginer, mais Khomeini était parmi les jurisconsultes qui ont des positions extrêmement dures en matière de blasphème. Quand vous lisez le texte dans son traité de 4 tomes, Kitab al-Bay, le livre des contrats ou des contrats d'achat et de vente, ou c'est son grand traité de jurisconsulte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est très difficile, il faut être extrêmement prudent quand on parle de la sortie de la religion par un musulman, parce qu'il doit être puni, si c'est un homme, par la mort, si c'est une femme, prison perpétuelle et sévices. Pourquoi? Parce que il faut vérifier. 1, si quelqu'un a fait ça a dit quelque chose qui pourrait prêter à un blasphème, il faut qu'il exprime ouvertement son intention, qu'il dise lui-même. Ce qui n'est effectivement absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Et en plus, Rushdie a dit le contraire. En plus, il a fait un petit texte à l'époque. Il doit le dire, il doit l'avouer. Et en plus, si quelqu'un a dit quelque chose pour rigoler, il n'y a pas de suite à donner. Si quelqu'un a dit ça dans en semi-conscience, il n'a pas toute sa tête, on doit l'oublier, et ainsi de suite. Il a une position extrêmement modérée. Mais quand vous regardez sa fatwa, et d'ailleurs, petite anecdote que je rajouterai, si vous vous souvenez à l'époque, quand l'affaire est lancée, la fatwa est lancée, l'actuel guide de la République islamique, élève et pupille de Khomeini, M. Khomeini a dit, oui, il pourra s'excuser et ce sera fini, en se conformant au traité de son maître. Mais le maître est intervenu, vous n'avez rien compris, vous n'avez qu'à la fermer, point. Donc c'est un opportunisme politique. Total. Que cherche l'ayatollah Khomeini à ce moment-là? Il cherche d'abord à affirmer sa propre position, à affermir sa propre position comme le chef de file, celui qui parle au nom de l'islam, qui est le grand rival, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a jamais été à la hauteur, qui n'est toujours pas à la hauteur, c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. Les Saoudiens y ont mis de l'argent, surtout en Angleterre à l'époque, pour un peu souffler sur la chose. D'ailleurs, maintenant on voit comment la suite de l'affaire avec le wahhabisme et tout tourne. Et Khomeini est intervenu en faisant un grand coup. La dynastie saoudienne, wahhabite. Absolument, pour les auditeurs, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Et Khomeini entre, frappe un grand coup et élimine tout le monde. Avec sa fatwa. Le départ en Inde est oublié, l'Afrique du Sud est oublié, Pakistan est oublié, Brighton en Angleterre est oublié, l'argent saoudien est oublié, c'est lui qui décide. Et je rajouterai une chose, en lançant la fatwa, il a pratiquement atteint son but. Que Rushdie soit assassiné ou pas, ait été assassiné ou pas, ça ne compte pas. L'important, c'est que c'est lui le chef. Et puis il laisse courir. S'il est un imbécile, que c'est, même un accident de voiture, on dirait que oui. Dieu l'a puni. Donc, il était couvert. Et est-ce que dans le message de l'ayatollah Khomeini, il y a un message aussi pour le peuple iranien? Je fais le parallèle avec Ahmadinejad quand il disait destruction d'Israël. On disait mais ça c'est un message vis-à-vis du pouvoir iranien. Est-ce qu'il y a aussi cet ingrédient-là? Tout à fait. Regardez, nous sommes quand? À la fin de la guerre Iran-Irak, où personne n'a gagné et l'Iran a beaucoup souffert, notamment par la persévérance de Khomeini. Il sent ce pouvoir s'effilocher. Et il a 2 gestes extrêmement importants. La fatwa contre Rushdie sur la scène internationale, le nettoyage par le vide, autrement dit le grand massacre des prisonniers politiques à l'intérieur. Ouais. Pour dire que oui, le régime toujours tient, je suis toujours là, je suis le chef et personne ne bouge. Donc, dans les 2 cas, les gestes sont complémentaires. Alors, quel est votre souvenir, vous avez participé, vous aviez quitté l'Iran à l'époque? Oui, j'ai quitté l'Iran après le bac pour venir faire des études. Après, je me suis agité politiquement et je ne peux plus retourner. C'est tout. Bien. Quel souvenir vous gardez quand vous avez appris ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, en tant qu'analyste politique d'une part, mais aussi en tant qu'Iranien. Ma foi, une fois de plus, le type nous a déshonorés. Ça a été ma réaction. Et c'est pour ça que cet appel qui fut lancé par la suite par Majid Amir Shahi m'a tellement mis du baume au cœur,
parce que c'était le rachat de l'honneur des Iraniens, des intellectuels, de ceux qui pensent, de ceux qui disent. Ma foi, on ne peut pas laisser passer une telle chose. Il y avait des gens, notamment moi-même, entre autres, qui avaient fait des articles, qui avaient fait des interventions dès le lancement de la fatwa. Mais que l'affaire prenne un côté collectif était fondamental. Et je pense que Rushdie lui-même l'a souligné aussi, on peut le comprendre d'ailleurs. Oui. Mais c'était la moindre des choses à faire de la part des intellectuels iraniens. Ça s'appelle un acte de résistance contre l'obscurantisme. Et alors, sur Antenne 2, quelques semaines après la fatwa, voilà un autre acte de résistance. Alors, nous sommes en mars 89. L'éditeur français Christian Bourgeois explique les conditions et les raisons pour lesquelles, lui, il a décidé de publier l'ouvrage en France. On l'écoute ensemble. J'ai résisté récemment à des pressions assez importantes et je continue puisque, pour être plus précis, je suis l'éditeur de Salman Rushdie. Et j'ai publié les versets sataniques avec tous les problèmes que vous connaissez. J'ai publié le livre de Salman Rushdie parce qu'il me semblait impossible de ne pas le publier. Je l'ai rencontré une seule fois. Je n'étais pas son éditeur parce qu'il avait été publié par un autre éditeur. J'avais décidé de publier les versets sataniques parce que je connaissais bien son agent américain et qu'il était venu me voir exprès à Paris en me disant ce livre, c'est toi qui dois le publier. Bon, malgré... c'est pas les pressions, là c'était, je dirais sans jeu de mots, la pression, c'est-à-dire que j'étais au centre de l'histoire qui me dépassait complètement et qui dépassait complètement tous les gens qui m'entouraient. Donc pour moi, il y avait qu'à appliquer un principe simple, c'est que quand on est un éditeur, c'est pour rendre public un ouvrage. Ramin Kamran, on va essayer encore, je vais vous demander encore de puiser dans vos souvenirs. La France honore lui d'être le pays des droits de l'homme, terre d'asile, on s'aperçoit que d'autres font mieux que nous, mais bon, au moins la France a cette particularité d'avoir toujours eu un débat très fort autour de la laïcité, n'est-ce pas? Et cette affaire en France, ça est aussi un élément du débat sur la laïcité. Et je le disais, il y a comme une espèce de fracture. Enfin, c'était très tendu. C'était pour le coup une affaire très sensible. Quel souvenir vous gardez du débat en France? Du débat en France, assez animé et d'une manière générale, je dirais aussi assez courageux, je dois le dire. Les voix discordantes, les voix qui étaient contre, qui condamnaient, qui demandaient une limitation, qui disaient qu'ils soutenaient Rushdie, mais peut-être ses propos avaient dépassé les bornes et tout, existait, mais en même temps, le ton général était à la défense. Et d'ailleurs, ça s'est reflété, il faut le dire, dans la publication du livre, de la traduction par Bernard Bourgeois, qui a reçu le soutien de nombreux éditeurs du ministère de la Culture. Donc, le soutien était là, était solide. Et d'un autre côté, je dirais que dans le cas du comité de défense de Rushdie, qui a été créé, qui a été présidé par Claude Lefort, dont je voudrais rappeler, qui nous a quittés il y a quelques années, et dont je voudrais rappeler au moins la droiture, à part la science qui est connue de tous, le soutien que ce comité a reçu de la part des intellectuels ou même de personnages politiques a été remarquable. Ramin Kamran, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Dépêche Mode. C'était donc en 1989, une chanson qui s'appelle Personal Jesus, oui, comme Jésus. Ramin Kamran, forcément... il y a des résonances très fortes et très dramatiques de cette affaire, et en plus grave, puisqu'il y a eu des morts de cette affaire Rushdie, c'est-à-dire des écrits considérés comme blasphématoires. Ça a été un peu le raisonnement, ou une partie du raisonnement des assassins de nos confrères de Charlie Hebdo, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et comment l'histoire ne retient pas les leçons, certaines personnes ne retiennent pas les leçons de l'histoire? Ma foi, je dirais que c'est la tradition. On retient rarement quelque chose de l'histoire. Mais la grande différence entre les deux affaires, c'est que d'un côté, vous aviez un chef d'État d'une certaine manière, au niveau étatique. On savait d'où il partait, on pouvait analyser ses actes, d'une certaine manière les prévoir et les contrer sur la scène diplomatique. Là, vous avez eu un amateurisme et une individualisation de l'affaire qui est autrement plus déplorable. Des gens qui sont réunis quelque part ont décidé de quelque chose. Je ne veux pas dire que la décision aurait dû être conforme à ceci et cela, absolument pas, parce que la décision de Khomeini est aussi nulle, à mon avis, que la décision de ces autres qui sont allés tuer les gens. Mais, je veux dire, en petit comité, en petite cellule, et donc d'une certaine manière intraçable, et agir d'une manière criminelle. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Certes. En 2010, au Salon du Livre, à Paris, Salman Rushdie est l'invité d'honneur. Alors on va écouter quelques personnes qui l'ont vu, qui l'ont sûrement parlé, et donnent leur impression sur Salman Rushdie.
C'est une chance pour nous de l'avoir en France et de l'avoir écouté pendant 1 heure. Tout le monde le connaît par rapport à la fatwa qu'il y a contre lui. Tout le monde n'a pas lu un de ses livres. Donc je pense que c'est aussi encore un acte de courage. Il faut se remettre en question et penser à ça, que d'autres personnes dans le monde écrivent, ont le courage d'écrire, que ce soit les journalistes ou d'autres écrivains. Je suis moi-même musulman et ce qu'il a écrit sur les versets sataniques, je suis pas du tout contre. C'est quand même quelque chose, c'est un mythe, non ? C'est quelqu'un qui nous a fait, disons... on a un petit peu tremblé pour lui et c'est une personnalité de notre siècle. Je trouve qu'il a un style qui est extrêmement luxuriant. Il a beaucoup d'humour en plus parce qu'il a été très réduit à un écrivain poursuivi par une fatwa. Voilà, Salman Rushdie, devenu icône du courage et de la liberté. Aujourd'hui, depuis longtemps, tout le monde connaît son visage, plutôt sympathique d'ailleurs. Et c'est une page de l'Iran, de l'histoire de l'Iran, l'affaire Salman Rushdie, tout ça pour parler il reste 4 minutes, de l'Iran d'aujourd'hui. Avec une question très simple dans sa formulation, mais un peu compliquée. Où en est l'Iran aujourd'hui ? Pardon ? Où en est l'Iran aujourd'hui ? Ma foi, je pense qu'il en est toujours là où il était il y a 10 ans, par exemple, même un peu en arrière par rapport à Khatami. Le régime islamiste est toujours en place. C'est toujours le même régime. Il y a des factions, disons, j'allais dire une sorte de bipartisme intérieur à l'islamisme. Les gens changent leur place avec plus ou moins d'espoir qu'ils apportent à l'intérieur, à l'extérieur. Avec le temps, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Et... on peut toujours espérer à ce que la situation des gens s'améliore. Personnellement, je ne pense pas que dans le cadre d'un tel régime, cela soit possible du tout. C'est un leurre. Mais vous savez, on aime espérer. Les gens espèrent en n'importe quoi. D'abord, c'était Khatami. Avant lui, c'était Rafsanjani d'ailleurs. Oui. Ensuite, c'était Khatami. Par la suite, il y a eu ce mouvement avec les jumeaux, Moussavi et Karoubi, le mouvement vert, comme on dit, et qui n'allait nulle part, et qui a fini nulle part. Et en fin de compte, ça a été Rouhani qu'on nous a présenté comme une version édulcorée du mouvement vert. Ce mouvement était le mouvement violet, d'ailleurs. Il avait choisi sa couleur. Plus gai, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a eu le printemps arabe, est-ce que vous croyez au printemps perse ? Au printemps perse, il y en aura, inévitablement, quand le régime tombera. Et ça fera tomber le régime. Bien. Maintenant, il y a aussi le comportement des Occidentaux. De deux choses l'une. Où on considère, comme je disais tout à l'heure, que l'Iran a naturellement un avenir, pour tout un tas de raisons, et on lui permet d'accéder au progrès technologique, même avec ce régime-là, qui effectivement n'est pas fréquentable. Ou alors on est dans cette parano, l'état supérieur de la méfiance, la parano, et on considère que si les Iraniens veulent accéder au nucléaire civil, c'est forcément parce qu'ils veulent le nucléaire militaire et forcément pour nous taper dessus et sur les États-Unis. Est-ce qu'on ne faudrait pas sortir un peu de cette vision de l'Iran qui est un peu diabolique ? À mon avis, on en sortira par la force des choses. Regardez, en ce qui concerne la technologie atomique militaire, les Mollahs ne l'ont pas, et il y a eu des discussions et tout le reste, des assurances pour qu'ils ne l'aient pas. Si c'est vital pour eux, je ne le pense pas. Si ça a été vital pour eux, je ne le pense pas non plus. Parce que leur politique étrangère n'a jamais inclus une quelconque menace ou utilisation, encore moins, d'une arme atomique pour avancer ou pour se former même. Ça marche autrement. Ça marche par l'influence, ça marche par le social, ça marche par les moyens militaires et paramilitaires qu'ils ont déjà. Donc le côté, en ce qui concerne purement atomique, ça n'enlève rien à leur influence, ce qui les intéresse. Le progrès technologique, en partie, ça a été intégré en Iran, c'est devenu, je dirais, local, parce qu'il y a eu la formation des savants et tout. Le nucléaire civil sera là, déjà là, par le réacteur que les Russes ont créé. Le côté militaire ne sera très probablement pas là, jamais. Et je dirais que pour les gens qui ne sont pas avec le régime, c'est pas une perte. Et je doute même que le régime lui-même considère cela comme une perte. Alors, en 20 secondes, dernière chose, je reviens un peu, j'ai bien écouté votre réponse, très intéressante, mais je reviens sur ma question. Est-ce que les Occidentaux doivent dédiaboliser l'Iran ? Est-ce qu'il n'est pas temps de dédiaboliser ? Je dirais oui, en faisant une sorte de parallèle. Ce qui a fait tomber l'Union soviétique, c'était pas la guerre froide, c'était la détente. C'est la détente qui les tuera. C'est un régime, paradoxalement, qui s'appuie sur ses ennemis, pas sur ses amis.
eh bien, il faut retirer le fil qui tient ce roast beef. Très bien, merci Ramin Kamaran pour vos éclairages. Merci. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui. Salman Rushdie et les versets sataniques. Bonjour Lou. Bonjour Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Salman Rushdie, auteur des versets sataniques placés sous respirateur artificiel. Il a été grièvement blessé hier soir à coups de couteau, ciblé par une fatwa de l'Iran depuis plus de 30 ans. On fait le point sur sa situation dans ce journal. Rien ne justifie une fatwa. Voilà les mots du journal satirique Charlie Hebdo après l'attaque de l'écrivain Salman Rushdie hier dans l'État de New York. L'auteur des versets sataniques a été gravement touché au cou et à l'abdomen lors d'une conférence, une agression que félicite la presse conservatrice iranienne. Pour rappel, Salman Rushdie est la cible d'une fatwa de l'Iran depuis plus de 30 ans après la publication d'écrits controversés dans le monde musulman. Sa tête était mise à prix, il vivait sous protection et pendant un temps sous une fausse identité. Jean-Sébastien Soldaini, l'état de santé de Salman Rushdie reste préoccupant. Oui, les seules nouvelles qui nous parviennent émanent de son agent. Salman Rushdie est sous assistance respiratoire. Les nouvelles ne sont pas bonnes, assure son ami. Il donne quelques précisions sur les blessures dont souffre l'auteur britannique. Les nerfs de son bras ont été sectionnés, son foie est touché et il ajoute que Salman Rushdie va probablement perdre un œil. Tout cela après plusieurs heures passées au bloc opératoire. Cela confirme les premiers témoignages sur l'attaque dont il a été victime en pleine conférence lorsqu'un homme se lance sur l'estrade devant près de 4000 personnes et donne plusieurs coups de couteau. Un seul homme, immédiatement interpellé, il s'appelle Hadi Matar, 24 ans, originaire de l'État du New Jersey. Il n'explique pas son geste pour l'instant, mais évidemment, c'est la fatwa émise par l'Iran en février 89 qui est dans toutes les têtes. À Téhéran, pas de réaction officielle, si ce n'est celle du principal quotidien ultra-conservateur, Kayan, qui a félicité l'agresseur en saluant un homme courageux, conscient de son devoir, en attaquant le vicieux Salman Rushdie. Salman Rushdie qui, depuis quelques années, se sentait plus en sécurité. Sa conférence d'hier avait notamment pour thème les États-Unis, un havre de paix pour les écrivains exilés. L'éclairage de Jean-Sébastien Soldaini pour France Culture. Cette fatwa lancée contre Salman Rushdie en 1989 a eu un retentissement international considérable. L'écrivain devient à cette époque le premier artiste visé en tant que tel par l'Iran. Fatwa qui intervient dans un contexte très particulier. Il s'agit alors pour Téhéran de reprendre le dessus au sein du monde musulman face à l'hégémonie croissante de l'islam sunnite saoudien. L'analyse de Clément Terme, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, est chargé de cours à Sciences Po Paris. Elle a été émise dans le contexte de la fin de la guerre Iran-Irak, qui a été comme avaler le poison de l'ayatollah Khomeini, et elle servait aussi à relégitimer l'idéologie de la République islamique à un moment donné où il y avait un compromis. Par contre, aujourd'hui, les médias de la République islamique font profil bas et citent de manière factuelle, même certains parlent de théorie du complot, parce que ça s'inscrit dans la négociation sur le nucléaire iranien et dans le contexte aussi d'une tentative d'assassinat contre John Bolton. Et la semaine dernière à New York, Masih Alinejad, une activiste féministe. Donc il y a de nombreuses tentatives d'assassinat, même si la responsabilité directe du régime est difficile à établir, mais par contre, le régime se place clairement comme une source d'inspiration. Le journal vous est présenté par Lou Momège. Bonjour à toutes et à tous. L'assaillant présumé de Salman Rushdie a été présenté à un juge, mais il soutient qu'il est innocent. Après son agression vendredi soir, l'écrivain est toujours sous assistance respiratoire, même s'il a pu prononcer quelques mots, son état reste préoccupant. Salman Rushdie, toujours sous respirateur artificiel après avoir été attaqué vendredi soir aux États-Unis. L'auteur des versets sataniques, cible d'une fatwa iranienne, a été poignardé à une dizaine de reprises alors qu'il tenait une conférence près de New York. Bertrand Galichet, son assaillant, est poursuivi pour tentative de meurtre. Oui, menotté, crâne rasé, portant une combinaison de détenus à grosses rayures blanches et noires, un masque de tissu blanc couvrant la moitié de son visage, Hadi Matar a comparu hier devant le tribunal de Chautauqua dans l'État de New York. C'est dans cette localité, près du lac Erie, que l'homme de 24 ans d'origine libanaise et de confession chiite a voulu assassiner Salman Rushdie vendredi soir en le poignardant à 10 reprises. Hadi Matar est poursuivi pour tentative de meurtre et agression. Les procureurs considèrent que l'attaque était préméditée. Par la voix de son avocat, le suspect a plaidé non coupable. Le tribunal ayant refusé le versement d'une caution, Hadi Matar a ensuite été ramassé
ramené à la prison de la ville. Il devrait comparaître à nouveau devant la justice vendredi prochain. Le suspect n'aurait pas d'antécédent judiciaire. Selon CNN, le jeune homme né en Californie et qui avait récemment emménagé dans le New Jersey près de Manhattan s'était inscrit dans une salle de boxe en avril dernier. Le propriétaire du club de sport l'avait trouvé calme et réservé. Bertrand Galichet, merci.